villes de la région prônent le vivre ensemble. Elles viennent de tenir une conférence dans ce sens. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la paix et la Semaine nationale de la réconciliation. Toujours dans la mouvance du 22 septembre, nous avons interrogé des témoins du processus de décolonisation du Mali. Il évoque la participation des jeunes et les femmes auprès des autorités et d'alors, vous les entendrez dans ce journal. Focus ce soir sur un citoyen modèle et patriote convaincu. Il s'agit d'Abdoulaye Traoré, un septuagénaire qui ravive la flamme du monument de l'indépendance en mémoire à fait Modibo Keïta et ses compagnons depuis près de 3 décennies. Vous servir est un réel plaisir pour nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre a reçu hier les membres de l'association Ir-Korba de la commune de Bara dans la région de Gao, l'Alliance des patriotes pour la promotion de la justice et la démocratie au Mali et enfin les collectifs des élus et responsables communautaires du Nord pour la paix. Le point de ces différentes audiences avec Lucien Touré. L'Alliance des patriotes pour la promotion de la justice et la démocratie au Mali est un mouvement de la société civile qui se fixe pour objectif de faire connaître l'histoire du Mali à travers ses acquis et ses manquements sans rien omettre de la première à la 4e République. En termes de réalisation physique, si on se met à citer ce que la 2e République a proposé, a offert au peuple, tout a commencé avec d'abord la grande mosquée, l'union de production des pharmaceutiques, l'UMPP, les barrages qui nous fournissent à tout le Mali, jusqu'à maintenant, l'électricité dont nous servons ici à Bamako et ailleurs. On a forgé tous les lieux où on doit faire la paix, c'est-à-dire les mosquées, les centres de réunion, le CICB, le palais de la culture, etc. Il y a eu des réalisations physiques, il y a eu les routes importantes, comme la route de Sévaré-Gao. Et à l'occasion de chacune de ces réalisations, il a fallu surmonter des difficultés atroces. Cette ambition est largement partagée par le Premier ministre qui a vivement encouragé les membres du dit mouvement. Si vous êtes sûr, la conviction, c'est comme la foi. Quand vous l'avez, vous pouvez soulever des montagnes. N'ayez pas peur si ce n'est de Dieu. Ne mentez pas, n'édulcorez pas, dites la vérité parce que c'est ça qui va servir le pays. Vraiment, c'est les conseils que je voulais vous donner. Et vous féliciter parce que c'est une page de l'histoire que vous êtes en train d'écrire, qui était cachée à tous les Maliens. Nous avons l'obligation de connaître la vérité. Tous les régimes ont laissé des briques positives. Il y en a qui ne veulent pas faire la politique, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas avec vous. Il y en a par honneur, ils ne veulent pas se mêler des politiques, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas avec vous. Les membres de l'association Ir-Korba de la commune de Bara sont excédés par les attaques incessantes perpétrées dans leur commune par des hommes armés. Aussi demandent-ils aux autorités de protéger davantage les populations dont une grande partie a migré vers les grandes agglomérations, abandonnant tout derrière elles. Le mercredi dans l'après-midi du 13 septembre, de 14h30 précise, jusqu'à 18h, s'est sévi une tragédie sur la population de Bara, au niveau de la rive droite. Précisément, à Todjen, Gourma, Tannan, Faranzoki, Kamoga. Cette situation s'est soldée par une perte de 10 personnes, 10 hommes. D'ailleurs, ce qu'il faudra noter, c'est qu'on a séparé les hommes des femmes, on a laissé les femmes tranquilles et ils ont tiré sur les hommes, c'est-à-dire les bras valides. Le Premier ministre a promis de faire de son possible pour parvenir à une situation plus calme. Concernant la sécurité physique, effectivement, la dernière fois, mon cabinet a fait appeler le gouverneur. Certainement qu'on va faire le même type d'exercice encore. Ce qui concerne les aides sociales, on va s'en occuper directement ici à la primature. Dans la soirée, le Premier ministre a eu un dîner de travail avec le collectif des Imouchagen et alliés présidé par son président Ibrahim Agnok. Les membres du collectif sont venus offrir leur soutien aux responsables de la transition. Réitérer notre soutien à son Excellence Assimi Goïta II
Rassurer nos populations, rester dans l'espace de nos 212 fractions et villages, issus de 22 communes de la région de Tombouctou, de l'accompagnement de l'État à leur sécurité, en nous permettant de continuer notre mission de sensibilisation à la paix et à la réconciliation nationale à travers des missions de terrain. En réponse, le Premier ministre a mis l'accent sur la nécessité pour tous les Maliens de se regrouper autour de l'essentiel. Quant aux préoccupations, elles connaîtront un traitement conséquent, mais dans la mesure du possible. Ce qui est important, je vais le dire au président. Je vais lui rendre compte de notre entretien et voir ce qu'on peut faire pour la commune, pour, disons, la zone. Parce que votre communauté n'est jamais rentrée dans les guerres. C'est une communauté pacifique qui cherche toujours à unir les Maliens. Face à la situation actuelle, les communautés se mobilisent pour une prise en charge des préoccupations à la base. Et en face d'elles, un Premier ministre très disponible et soucieux de rétablir les grands équilibres sociaux en vue d'une paix durable dans notre pays. En marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop a participé entre autres à des réunions ministérielles de haut niveau, des rencontres bilatérales et réunions thématiques. Aïssata Ibrahim Maïga. En marge de la 78e Assemblée générale des Nations unies s'est tenue la 4e réunion ministérielle du groupe des Amis pour la défense de la charte de l'ONU. 19 pays composent le dit groupe qui a pour mission la défense des principes et objectifs de la charte et s'érige notamment contre l'unilatéralisme et pour le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États conformément à la charte des Nations unies. À la réunion de ce vendredi, le Mali, dernier État à adhérer au groupe, dont la présidence est assurée par la République bolivarienne du Venezuela, a par la voix du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, assuré la présidence de son plein soutien. Abdoulaye Diop a ensuite pris part à des réunions ministérielles, dont celle du G77 plus la Chine, et une autre réunion sur le rôle de la Commission de la consolidation de la paix. Auparavant, le chef de la délégation malienne à l'Assemblée générale des Nations unies avait pris part au sommet de l'avenir. Au niveau bilatéral, le ministre Abdoulaye Diop a eu des échanges avec notamment ses homologues de la Russie, de l'Égypte, de l'Érythrée, des Émirats arabes unis, du vice-ministre des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas et de l'envoyé spécial de l'Union européenne pour le Sahel. Le vivre ensemble dans un contexte de crise, c'est le thème d'une conférence débat animée par l'Association des ressortissants et sympathisants de la région de Taoudéni. Cette conférence a été organisée en partenariat avec la plateforme des leaders jeunes et de la société civile de la région. Aliou Abdoulaye Touré. C'est une mobilisation des grands jours pour une cause commune, celle de contribuer au processus de paix et de stabilité. L'initiative est de l'association des ressortissants et sympathisants de la région de Taoudéni. Donc pour moi, il était symbolique et important dans un contexte de crise dans notre pays d'organiser cette conférence débat pour parler des questions de vivre ensemble, de pouvoir parler entre les Maliens et que les gens se disent et pour véhiculer des messages de paix, de réconciliation, de vivre ensemble. Le vivre ensemble en période de crise, c'est le thème de cette conférence débat qui a réuni autour d'une table notable de Taoudéni, autorités et acteurs de la société civile, avec la conviction que seul le dialogue permet de parvenir à la paix. On n'a aucun pays ici, ce n'est pas notre pays. Où qu'on aille, on sera des étrangers. Et que Dieu nous en garde. Donc s'il vous plaît, venez discuter. Quoi qu'il arrive dans la vie, la finalité, c'est les discussions. On doit discuter, se comprendre entre nous, Maliens. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Notre rencontre d'aujourd'hui, elle a pour but d'identifier les raisons de rupture du vivre ensemble et trouver des solutions qui rassurent, qui regroupent et qui mettent
tout le monde ensemble pour continuer de vivre ensemble. Le gouverneur de la région de Taouleni est convaincu que la paix se construit dans le dialogue et la compréhension mutuelle. Donc les meilleures armes, à mon avis, il faut qu'on doit discuter, on doit changer, quel que soit, je dis bien, et j'assume ce que je suis en train de le dire, quelles que soient les difficultés qu'on est en train de les vivre, il faut qu'on assume, on essaye de discuter avec nos frères. Le ministre Ouagué dit beaucoup attendre des résolutions issues de cette conférence débat sur la paix. Il y a certes des incompréhensions entre nous, mais il y a toujours des incompréhensions entre frères. Ça ne va jamais finir. Il y a des problèmes de méthodologie, il y a des problèmes de compréhension. Il est extrêmement important qu'on puisse les dépasser, qu'on se retrouve, parce que l'objectif de tout un chacun, c'est la paix, c'est la sécurité, c'est le développement. Il faut qu'on soit suffisamment fort pour trouver les compromis, le consensus nécessaire pour y aller. Je compte sur tout un chacun d'entre vous pour faire tout ce qui peut être fait. Je répète, pour faire tout ce qui peut être fait, pour qu'on puisse se retrouver, nos frères et nous, pour qu'on puisse reparler du processus de paix et avancer vers la mise en œuvre. Les différents intervenants sont unanimes que pour parvenir à une paix durable, l'engagement de tous s'avère nécessaire. Mobilisation des fonds, une initiative de l'Association pour le développement du cercle de Bourem qui entend apporter son soutien aux victimes civiles et militaires des attaques barbares des 7 et 12 septembre dernier. Objectif est épauler les autorités de la transition à apaiser la souffrance des familles endeuillées. Salifou Idraogo. Tout le Mali est touché aujourd'hui par ce qui se passe. Et Bourem a été spécialement touché 2 fois. Les fils et filles du cercle de Bourem compatissent aux événements douloureux du 7 septembre suite aux attaques du bateau Tombouctou en faisant parler leur cœur à la faveur d'un lever de fonds. Ce geste de solidarité est une contribution à la cohésion sociale et au vivre ensemble avec en toile de fond la paix partout au Mali. Cette œuvre patriotique est organisée par l'Association pour le développement du cercle de Bourem. À peu près 10 millions, mais ce qui est encaissé et tourne autour de 8 millions et les 2 millions sont des annonces. C'est un soutien aux femmes, mais aussi aux victimes civiles et militaires. C'est que l'opération vraiment c'est pour Bourem que nous l'avons faite. L'Union sacrée est plus que jamais sollicitée pour la prospérité et la stabilité du Mali. Les autorités de la transition ont beaucoup fait. Ils font beaucoup, mais il faut qu'ils continuent à faire. Et que seuls ils ne peuvent pas. Il faudrait que tout le peuple malien, comme un seul homme, se mette derrière les autorités de la transition pour que notre pays sorte de la situation. L'Association pour le développement de Bourem a voulu donner de la voix pour justement faire contribuer chacun et chacune et pouvoir soutenir nos femmes, soutenir nos populations endeuillées, autant dans le cercle de Bourem qu'ailleurs au Mali. Je ne peux que me féliciter de cet acte patriotique, mais aussi c'est une façon de résister contre justement ce terrorisme rampant. Des bénédictions ont été formulées pour le repos éternel des l'âme des victimes civiles et militaires lors des récentes attaques. Dans un communiqué déposé à notre rédaction, le comité exécutif du Bureau national du parti CODEM regrette les récents développements au plan sécuritaire dans notre pays, apporte son soutien indéfectible aux femmes dans la lutte engagée contre les terroristes et dans leur mission régalienne de sécurisation, de préservation de l'intégrité territoriale et de la stabilisation du pays. Cet autre communiqué, l'Association malienne des droits de l'homme, AMDH, note avec exaspération un regain de violence depuis le début des opérations de rétrocession des camps MINUSMA aux femmes. La MDH exprime sa plus vive condamnation des attaques armées lâches et barbares perpétrées contre les forces de défense et de sécurité, les populations et les moyens de transport civils, notamment les attaques successives à Bamba, Gao, Bourem, Léré et l'attaque contre le bateau de la Comanave
Tombouctou. La MDH condamne avec fermeté ces actes ignobles qui constituent des crimes de guerre. La MDH appelle les populations civiles à un soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité. 29e anniversaire de la célébration de la création de PMU Mali. Pour commémorer cette date, les responsables du pari mutuel urbain ont opté pour une opération de don de sang. Le lancement s'est déroulé le jeudi 21 septembre 2023. Maïmouna Guindo. Monopole de Paris hippique, le PMU Mali, l'une des plus grandes sociétés en termes de création d'emplois, lance une opération don de sang. Ce groupement d'intérêt économique entreprend ainsi une démarche citoyenne. Dans le contexte actuel du Mali, avec tout ce qui se passe au centre, au nord, nous nous sommes dit que nous allons placer cet anniversaire dans le cadre d'une plus grande solidarité, d'un plus grand soutien et d'un partage. Et nous nous sommes dit qu'il n'y a pas de meilleur partage que le sang. Il suffit juste de faire un tour aux urgences, ça c'est de façon quotidienne. Donc il n'y a aucun doute que ça va être très très utile. Volontaire, le don de sang est l'expression de solidarité et de générosité qui sauve des vies. Le ministre de l'économie et des finances donne l'exemple. Il juge nécessaire cette opération et persuadé qu'elle sera utile pour tous. C'est tout simplement humain et particulièrement un symbole de solidarité envers toute la nation, ceux qui sont malades, qui ont besoin de sang et particulièrement notre armée. Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, nous sommes sur le théâtre de beaucoup d'opérations militaires et que les gens ont besoin de sang. Donc c'est une façon également de contribuer à l'effort de guerre. L'opération durera tout le mois d'octobre, un mois dédié à la solidarité et à la lutte contre l'exclusion. Elle concernera tout le personnel de PMU Mali à Bamako et ailleurs. Cérémonie de remise de 1170 tonnes de vivres pour 267 écoles bénéficiaires du projet MC Governadol Food for Education. Cette donation est destinée aux cantines scolaires au titre de l'année 2023-2024. Le projet a une durée de 5 ans est financé par le gouvernement américain. Mariam Kone. Plus de 1000 tonnes de vivres, c'est ce que les États-Unis d'Amérique mettent à la disposition de 267 écoles pour les cantines scolaires. Grâce au projet McGovern-Dole Food for Education, environ 84 000 élèves vont bénéficier de repas chauds. Le but de ce projet est d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des élèves. Le projet vise également l'amélioration de la qualité de l'enseignement, tout en renforçant les compétences et les connaissances des enseignants et des administrateurs. Cette quatrième phase concerne les régions de Mopti, Koulikoro et San, des zones touchées par l'insécurité alimentaire. Voudrais-je remercier Catholic Relief Services, CRS, et ses partenaires de mise en œuvre qui ne ménagent aucun effort pour la bonne exécution de ce programme dans les régions de Mopti, Koulikoro, Nara et San. Permettez-moi également de rappeler que le gouvernement des États-Unis appuie ce programme au Mali depuis 2007 et ce jour, nous avons investi plus de 4,10 millions de dollars à travers USDA. Les autorités de l'éducation apprécient le geste qui devrait contribuer à améliorer les capacités d'apprentissage. Cette quatrième phase mettra l'accent sur la pérennisation des acquis des phases précédentes et sur le transfert progressif à l'État de la prise en charge des écoles. Les acquis et les bonnes pratiques bénéficieront aux structures gouvernementales et communautaires. Cette dynamique s'aligne sur les orientations des plus hautes autorités de notre pays et répond aux défis de la gestion de l'école en mode décentralisé. La cérémonie a été marquée aussi par la visite des entrepôts que le Mali met gracieusement à la disposition du projet pour le stockage des vivres.
Moussouka Faso Djobarouni ou l'apport des femmes dans la construction du pays. C'est un nouveau concept qui vise l'émergence des femmes. Une centaine de femmes ont été formées sur la question. Elles ont reçu les encouragements du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille en présence des partenaires financiers. C'était dans les locaux de Moussoukounda à Korofina. Awadit Makamara. La pleine et entière participation des femmes dans la politique, l'économie et l'éducation est fondamentale dans l'enracinement de la démocratie et facteur de paix et de cohésion. Cette réalité est soutenue par Vision Femmes Mali en partenariat avec l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Les deux structures viennent de former une centaine de femmes sur différentes thématiques. Le concept se nomme Moussouka Faso Djobarouni, qui veut dire en français l'apport des femmes dans la construction du pays. Le programme a débuté le 11 juin, on a fini le 11 juillet et le programme a vu participer 99 femmes. Nous sommes en pleine refondation, ce qui est la dynamique des autorités de la transition. Qui dit Mali Koura parle de Mali Denkoura. Nous sommes très satisfaits du résultat. Presque 100 femmes ont été formées en un mois en utilisant un créneau qui nous semblait aussi très innovateur, celui des tontines, où les femmes se réunissent souvent pour parler de tout et de rien. Et utiliser ces espaces comme espace de formation nous semblait quelque chose de très intéressant. Pendant 2 mois, les bénéficiaires toutes de la commune 1 du district de Bamako ont approfondi leurs connaissances sur les notions de la démocratie, la gouvernance locale, le genre, la citoyenneté et les droits humains. J'ai appris beaucoup de choses à travers ce programme. Il est très bénéfique. Mesdames, parlez-en autour de vous. C'est un honneur pour mon département et pour ma personne de parrainer cet événement, le prix du programme Moussouka Faso Djobarouni, dont vous êtes lauréate, a contribué à raviver la volonté affichée du gouvernement, à encourager la pleine participation des femmes à la vie publique. Vos tontines qui ont servi de cadre d'apprentissage nous semblent une aubaine pour les transformer en un espace de formation, en plus de leur rôle économique. Pour Vision Femmes Mali, il est crucial d'assurer la pleine participation des femmes du Mali dans les processus électoraux. En 2024, la structure compte élargir le programme à différentes communes du district de Bamako. La direction de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation ONEF a tenu ce jeudi la 14e session ordinaire de son conseil d'administration. Au cours de cette session, les administrateurs ont examiné plusieurs documents pour le bon déroulement du service, notamment les projets de réaménagement du budget de la structure au titre de l'année 2023. Koumba Sissé. L'Observatoire national de l'emploi et de la formation, ONEF, a pour mission, entre autres, de mener des études sur l'emploi et la formation afin d'orienter le public et les décideurs en matière de la création d'emplois. Pour améliorer ces activités, les administrateurs se sont réunis pour la 14e session ordinaire du service. On voit effectivement qu'il y a une amélioration un peu des indicateurs de l'emploi par rapport à 2021. Par exemple, quand vous prenez le taux de sous-emploi, en fait, on a constaté effectivement en 2022 qu'il y a une baisse à peu près de 1,5%. Les statistiques concernant également les données administratives concernant les créations d'emplois qui sont collectées auprès du secteur privé. Nous avons également senti une légère amélioration de ces données, de ces emplois par rapport à l'année 2021. Le budget 2023 de l'ONEF, initialement fixé à 1,462 milliard de francs CFA sur la subvention de l'État, n'a pu être mobilisé qu'à hauteur de 116 millions de francs CFA, soit seulement 16,05%. Cette faible mobilisation s'explique en partie par la crise économique et financière que traverse notre pays. Il me plaît de vous annoncer que les rapports d'activité et financiers à la date du 31 décembre 2022 font ressortir respectivement un taux de réalisation de 52% des activités et un taux d'exécution réel de 97,5% sur les 51% du budget prévisionnel mobilisé.
L'ONEF est en location et la direction de la structure compte avoir son propre siège. À ce sujet, le processus d'acquisition d'un nouveau local est en cours, mais les travaux n'ont pas encore commencé. Le centre d'animation pédagogique de Dioïla et 6 communes s'engagent pour l'accompagnement des comités de gestion scolaire, le soutien des cours de renforcement et l'intégration des enfants déplacés internes. C'est au cours de la 5e rencontre du cadre de concertation avec l'appui de l'agence japonaise de la coopération internationale JICA. De retour de Dioïla, Fadimba Keïta et Makanja Kité. 6 communes et le Cap de Dioïla sont libres de prendre des engagements qu'ils peuvent tenir. C'est dans ce cadre que les membres de chaque bénéficiaire du dit projet se concertent sur les éventuels appuis qu'ils sont en mesure d'honorer pour le compte de l'année scolaire 2023-2024. Structure qu'il s'agisse des CGS, des APE, et tous ces acteurs qui interviennent dans le secteur de l'éducation sont invités à prendre des engagements individuels par rapport à la réussite de cette nouvelle initiative de ce partenaire privilégié. La collectivité territoriale vient, elle s'engage, donc elle dit ce qu'elle peut faire comme appui à l'école durant l'année scolaire. Les RCGS, c'est le regroupement des CGS. Chaque acteur vient, n'est-ce pas, dire ce qu'il peut faire dans son domaine. C'est pour aussi faire le bilan des actions de l'année scolaire écoulée. Tous les acteurs ont honoré leurs engagements à part quelques-uns. Donc le taux de pourcentage auquel on est arrivé avec le bilan de l'année dernière, c'était 87,26%. Et les quelques rares engagements qui n'ont pas été honorés, c'était au niveau des CGS et des CT. Et c'était des engagements où ils devaient appuyer ce qu'on appelle les ACA, les accompagnateurs communautaires d'apprentissage, qui donnent des cours de renforcement aux enfants. L'espace de partage de ce thème de l'année 2023-2024 a pour but d'identifier les dispositions pour des engagements réalistes et réalisables susceptibles de favoriser le suivi accompagnement des comités de gestion scolaire, le soutien des cours de renforcement et d'intégration des enfants déplacés internes. Vise spécifiquement à partager le point d'exécution des engagements CCJK 2022-2023, s'approprier la pertinence et les raisons du choix du thème, adopter et signer la résolution finale. Mettre en place un dispositif fonctionnel de suivi des engagements pris par la communauté. L'année dernière, sur les 226 engagements pris, 110 ont été réalisés, soit un taux d'exécution de 87,30%. En 3e région, la coordination régionale de Herma Ensemble pour la refondation du Mali soutient les autorités de la transition. Elle entend mener des actions pour renforcer les initiatives en cours dans la quête d'un Mali nouveau et souverain. Moussokoro Sireme. Convergence vers l'union sacrée autour des idéaux du président de la transition. C'est la seule motivation qui se cache derrière cette journée d'hommage et de reconnaissance à l'endroit du colonel Assimi Goïta. Et c'est la date anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale que la coordination régionale Herma, Ensemble pour la refondation du Mali, a choisi pour solliciter sa candidature aux élections présidentielles de 2024 et sonner ainsi la mobilisation auprès de ses militants et sympathisants. Nous plaçons cette journée sous le signe du patriotisme et demandons à tous les Maliens de s'unir pour apporter leur pierre dans la construction d'un Mali nouveau et privilégier surtout l'intérêt général de la nation. Le peuple du Mali, plus précisément celui de Sikasso, vous soutient et il sollicite votre candidature aux élections présidentielles de 2024 afin de réaliser entièrement la vision souveraine que vous avez pour le Mali, à savoir un Mali croix, oui, un Mali souverain. Les différents intervenants au cours de cette journée d'hommage et de reconnaissance ont tous salué l'initiative de Herma et expriment toute leur adhésion à la vision du président de la transition. La célébration de ce 63e anniversaire de notre pays à l'indépendance est un cadre idéal pour rappeler quelques actions de souveraineté déjà acquises par les plus hautes autorités. Le contrôle total de notre espace aérien, la réhabilitation de l'Acomatex, le démarrage du chemin de fer Bamako-Kai, le passage à la 4e République, etc. C'est vraiment une idée très excellente parce qu'en fait, nous avons besoin
son œuvre sera inachevée. Et nous avons besoin de lui pour faire en sorte que le Mali puisse retrouver sa pleine souveraineté et que nous puissions réellement aller de l'avant et que dans toute l'Afrique, le Mali puisse être réellement un exemple. Créée en 2023, la coordination régionale Ensemble pour la refondation du Mali à Sikasso dit n'avoir d'autres aspirations que soutenir les autorités de la transition dans leur quête d'un Mali nouveau et mieux encadré. Elle prône l'unité, la paix et le développement. Fin de la semaine nationale de la réconciliation à Mopti et Menaka. Dans ces deux régions, la semaine a été marquée par des séances de sensibilisation et de prières pour le Mali. Boubacar Sankaré et Boubacar Kanouté pour les détails. La semaine nationale de la réconciliation Sénar a connu son épilogue dans la région de Menaka. Cette deuxième édition a été couronnée cette année dans la région par des panels, des débats intergénérationnels dont la finalité recherchée est d'asseoir une paix durable, gage d'un développement harmonieux. Si aucune localité ne peut se développer sans la quiétude, les Ménacois aspirent à cette paix mise à mal par une poignée d'individus sans foi ni loi. Les autorités politico-administratives et les légitimités traditionnelles de la région saluent l'initiative. La semaine organisée par le ministère de la Réconciliation est une symbolique. Sinon, c'est tous les jours au quotidien que le vivre ensemble, la cohésion sociale doit demeurer à l'intérieur de chacun et de chacune. C'est le comportement, la conduite, le faire et le savoir-faire qui va toujours pérenniser et amener une paix inclusive et durable. L'homme de la paix de l'année 2023 de la région de Menaka est M. Mohamed Ag Issa Faytan, dit Kiss de la radio Rurale. Cette deuxième édition a été vraiment une réussite. Tout un chacun a mis la main à la pâte. Donc, très sincèrement, c'est du fond du cœur que chacun soit remercié. Et je pense, j'espère et je suis sûr que l'espoir est permis pour des lendemains meilleurs à notre région et à notre pays en général. Rappelons que l'organisation de cette semaine dédiée à la paix, à la réconciliation et du vivre ensemble est une forte recommandation des Assises nationales de la refondation tenues en 2019. C'est à travers un panel sur le thème « Rôle des femmes et des jeunes dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale » que se sont éteints les lampions sur les activités de la Sénar, Semaine nationale de la réconciliation à Mopti. On ne peut pas parler du processus de consolidation de la paix et de la cohésion sociale sans l'implication de la femme. D'abord, c'est elle qui joue l'alerte précoce par rapport aux questions de conflit. C'est elle qui interfère avec les belligérants. Ensuite, dans la cohésion sociale, la femme est l'élément capital pour consolider la paix. En plus des conférences, d'autres activités ont été menées pendant les 7 jours de la Sénar. Les prières, que ce soit dans les cultes musulmans ou dans les cultes chrétiens, les chargés du culte, les érudits, les imams, les curés, les prêtres appellent à la conscience collective. Le deuxième aspect, c'est la sensibilisation dans les radios de la place. La Semaine nationale de la réconciliation, c'est juste un rendez-vous de concorde, un rendez-vous de paix et un rendez-vous d'entente pour une meilleure convention sociale. Et cela n'est pas antinomique à nos traditions séculaires. Nous pouvons même dire que c'est conforme à ces mêmes traditions. Nos aïeux, nos dévanciers, nos ancêtres ont toujours préconisé le dialogue, la paix et la cohésion sociale. La Semaine nationale de la réconciliation, qui s'est déroulée du 15 au 21 septembre, vise à renforcer la paix et le vivre ensemble entre tous les Maliens.
l'indépendance. Cette souveraineté est acquise à la suite d'un mouvement d'ensemble de tout le peuple. Les jeunes et les femmes ont été d'un apport considérable aux autorités de l'époque pour chasser les colons hors des limites du Soudan français. Les témoins de cette période historique nous retracent leur parcours dans ce processus de décolonisation du Mali. Les dossiers sont signés Salimata Ndao, Badji Sangaré et Moussa Togo. J'ai assisté aux travaux qui ont abouti à l'indépendance du Mali. Elle s'appelle Aminata Traoré, elle était institutrice. À 93 ans, elle a encore les souvenirs frais de cette époque où les Maliens, disons les Soudanais, étaient engagés pour leur liberté. On avait deux principaux partis, le Parti progressiste soudanais et le Parti RDA. Le PSP était plutôt prisé et fréquenté par des Blancs ou des Français, tandis que le Parti RDA était purement africain et soudanais. Alors la lutte a été très dure pour ce parti. L'action des femmes a été très grande dans l'évolution de ce parti qui a abouti à l'indépendance du Soudan et même de l'AOF. Les femmes ont adhéré massivement à ce parti, peut-être autant et même plus que les hommes. Elles organisaient des réunions, elles organisaient des tam-tams, tout cela pour prouver qu'elles sont avec leur mari pour l'indépendance de l'Afrique, du Soudan. Une information importante au sujet de Tante Mine, comme l'appellent affectueusement ses proches, est qu'elle est la nièce de l'emblématique Hawa Keïta, celle-là même qui a convergé les femmes du Soudan français vers le parti RDA, Rassemblement démocratique africain. Il y a beaucoup de femmes qui ont travaillé au Soudan pour l'indépendance de l'Afrique, mais particulièrement Hawa Keïta, qui était une femme RDA. Elle était sage-femme. Gao était son premier poste. Quand elle est arrivée à Gao en 1931, je crois, il n'y avait pas beaucoup de Sonrai qui parlaient le Bambara. Donc elle a appris le Sonrai. Et quand elle est revenue à Gao en 1950 ou 1951, elle était comme chez elle. Il a été facile de conquérir les femmes de Gao en leur parlant en Sonrai. Et son séjour à Gao a été très difficile. Tante Mine, jeune stagiaire à l'époque, n'est pas restée en marge des activités en faveur de l'indépendance. J'ai été chez elle à Gao pendant 2 ans. Et stagiaire, elle me disait chaque fois qu'il y avait des réunions, va te cacher. Si on te voit, on va te licencier. De ce fait, je ne militais pas beaucoup, mais quand elle relevait les noms des adhérents, c'est moi qui remplissais les cartes. Quand les Blancs ont appris que vraiment la population de Gao est presque entièrement RDA, on l'a mise à la disposition du gouverneur général de l'AOF, avec séjour à Dakar. Elle est partie à Dakar. Quand elle est arrivée à Dakar, le gouverneur général lui a dit « Tu vas à Saint-Louis ». Arrivée à Saint-Louis, le gouverneur lui dit « Je vous envoie à Ziguinchor ». Arrivé à Ziguinchor, le commandant de cercle lui dit « Vous allez à Bignona, un arrondissement ». Dieu faisant bien les choses, elle a rencontré là-bas un Guinéen expulsé aussi pour cause de RDA. Alors, ils ont milité tous les deux et ils ont acquis beaucoup de personnes. Hawa Keïta revient au Soudan et après quelque temps à Nara, elle est finalement affectée à Bamako en 1956. Ici, elle continue sa lutte pour le Mali indépendant en mobilisant plus de femmes. Elle a réorganisé les femmes. Il y avait 2 groupes de femmes. Les femmes du quartier Est de Bamako et les femmes du quartier Ouest. Quartier Est, il y avait une présidente qu'on appelait Kadia Marco. Il y avait aussi le quartier Ouest avec présidente Aya Diallo. Chacune de ces présidentes-là était chargée de renseigner les autres. Toutes ces femmes se battaient aux côtés des hommes investis en politique comme dans des associations. Les 2 couches étaient liées par une seule vision, celle de donner à leur pays son indépendance. Installé à Ségou, Souleymane Diarra a joué sa partition dans l'accession du Soudan à l'indépendance à travers le mouvement national des pionniers. Le rôle de ce mouvement national des pionniers, c'était la sensibilisation de la jeunesse pour le développement du pays. On était dans tous les chantiers. Franchement, le mouvement pionnier a été un bon apport pour l'accession du Mali à l'indépendance. Et puis ils étaient sollicités. À Ségou, les pionniers sont partis jusqu'à URSS, plus précisément à Artek, et puis en Algérie pour la formation. Et ce qu'ils ont apporté, vraiment, c'est bénéfique
pour le pays. Je m'en souviens, l'éclatement de la Fédération du Mali. Ce jour-là, on était dans la joie. Boubacar Sankaré, né le 22 août 1931, est la personne la plus âgée de la commune urbaine et du cercle de Mopti. Il nous raconte son parcours dans cette lutte commune pour la liberté. J'ai été le premier responsable de la jeunesse de la fédération malienne avec le Sénégal. Et j'ai formé des pionniers. On était les pionniers de la fédération du Mali, j'étais le premier jeune. Parce que j'ai débuté avec Tati, le frère Amadou Keïta, dans la politique. À la veille des indépendances, la jeunesse s'organisait pour fêter l'indépendance qu'on a acquis avec force. La jeunesse doit être l'exemple. Si on réfléchit bien, on a un joli passé. Travaillons bien pour que ceux qui viennent après nous aussi sachent qu'on a fait quelque chose. Soyons patriotes. Tout comme ces hommes, les femmes n'ont pas fait que de la politique pour chasser les colons. Les institutrices ont été de vraies actrices de l'indépendance. Elles sont formées en compagnie de leurs sœurs de la sous-région ouest africaine à l'école normale de Rufisque au Sénégal, créée en 1938. Ces éducatrices s'organisent en association avec à leur tête Sira Diop, une autre fierté malienne. Par sa volonté, toutes les associations nationales des Rufisquoises ont fédéré. En 1992 est créée la Fondation Femmes d'Afrique et Culture Mémorial de Rufisque, FAC-MR. Aujourd'hui, l'antenne du Mali compte les femmes de divers secteurs et de tous âges. Elle y adhère pour bénéficier de l'expérience de ces institutrices modèles et contribuer à diffuser les valeurs acquises. Madame Ba Daoula Diallo et ses sœurs ici présentes en sont membres. Ingénieure agronome de formation, elle est secrétaire exécutive de l'antenne du Mali. Elle avait 15 ans en 1960. Nous retenons, les plus jeunes, des discussions que nous avons eues, des quelques souvenirs que nous avons, que ces dames ont travaillé dans 3 domaines. D'abord, je peux le dire, c'est les mouvements syndicaux. C'était important à l'époque. On le permettait parce qu'il y avait de grandes centrales syndicales dans la métropole. Le deuxième aspect, c'est la lutte politique. Beaucoup d'entre elles ont milité, comme je l'ai dit tantôt, dans le parti qui a amené notre pays à l'indépendance. Le troisième aspect, comme découle de ce que je viens de dire, beaucoup de militants du RDA, étant des fonctionnaires, souvent étaient suspendus. Et c'est les femmes qui tenaient le foyer jusqu'à leur retour, jusqu'à leur réintégration encore pour le salaire. Donc c'est les femmes qui faisaient tout et qui permettaient qu'à leur retour, la lutte continue. Donc elles ont été vraiment le pivot, à mon humble envie, de la lutte pour l'indépendance de ce pays. Il y a eu encore Madame Traoré Aïssata Berté, qui s'est vraiment battue à Bafoulamé, Niafunke, Sikasso, Madame Diagne Salamata, Madame Traoré Koumba Touré à Kangaba, Madame Sidibé Aïssata Assakwalaga et Madame Bintou Bamba, il paraît qu'elle a beaucoup également lutté à ce niveau. Ces témoins de l'indépendance sont tous fiers de ce mouvement d'ensemble qui a donné au Mali sa souveraineté. À présent, on focus sur un citoyen modèle et patriote convaincu. Il s'agit d'Abdoulaye Traoré, un septuagénaire qui ravive la flamme du monument de l'indépendance en mémoire au père de l'indépendance. Il le fait il y a de cela près de 3 décennies. Et hier, 22 septembre 2023, il a ravivé la flamme avec honneur et fierté dans un contexte de souveraineté et de sursaut patriotique. Focus signé Tamsir Diabaté, Sambou Diakité et Sibiri Konaté. Voici celui qui ravive la flamme à la commémoration du 22 septembre au monument de l'indépendance. Son nom, c'est Abdoulaye Traoré, citoyen modèle et patriote convaincu.
Malgré le poids de l'âge, il est le premier à être au pied du monument de l'indépendance. Au pas de caméléon, avec son état de santé visiblement fragile, il tient à accomplir son devoir de citoyen. Allumer la flamme, ça c'est la question de citoyenneté. Le but, il est pas là. Parce qu'il barque, parce qu'il Il est 6h du matin à Bamako ce vendredi 22 septembre 2023. Le septuagénaire Abdoulaye Traoré va raviver pour la 27e année consécutive la flamme de l'indépendance. La première de la 4e République en mémoire au père de l'indépendance. Depuis le temps de Nelson Mandela, là-bas que j'ai débuté parce qu'on n'a jamais eu personne pour l'allumer. Qu'est-ce que tu vois? Bon, comme j'ai un ancien élève, je l'ai fait venir à la voile. C'est lui qui a dit à mon papa, vous cherchez tout loin. Mais je ne dis pas mon nom, hein. Je peux le faire. Le directeur m'a appelé comme bon, ça va. Une flamme maintenant. On en a fait. Au pied du monument, on a l'impression qu'il embrasse le bûcher, mais non, il procède au dernier réglage car il est conscient que c'est un jour historique pour l'État-nation Mali. Ça représente l'État. Sans ça, l'État n'existe pas. C'est l'État qui est là. Le pays, ah non. C'est payer sur le travail. Ma faute, je fais. Mais quand tu me donnes gratuitement, je crois. Et certes, le dépôt de gerbes de fleurs est prévu à 9h du matin. Mais depuis 6h, le Soudanais citoyen modèle Abdoulaye Traoré, un bon conseiller, commence à appeler les agents de la direction des services urbains, de la voirie et de l'assainissement. Ah, ça va? Ouais. Ça va bien? Ça fait à peu près 10 ans que je suis auprès de lui, en train de travailler avec lui. Et je suis d'ailleurs très content qu'il soit auprès de nous, toujours comme conseiller. Depuis l'installation de ce monument, c'est M. Abdoulaye Traoré qui s'occupe de l'entretien du bûcher, avec une équipe conçue au niveau de la DECIVA. Et depuis, il s'occupe du bûcher, son entretien et la flamme. Cet enseignant et agent de voirie à la retraite depuis 17 ans. Pour lui, aucun sacrifice n'est de trop, surtout quand il s'agit de la patrie. Et c'est pourquoi d'ailleurs ce rendez-vous est comme une tradition et l'un de ses souvenirs du passé prouve à suffisance. Il y a un Bendieu là qui est passé. Ma maman était souffrante. J'étais assis là. On m'a téléphoné pour 343 $. Mais je suis arrivé là. Or, la permission était donnée. Mais personne n'avait pensé à ça. La question de l'accession à l'indépendance est pour Traoré d'une grande portée. C'est pourquoi, dès qu'on aborde la question avec lui, il est un peu réticent. Le Mali est indépendant. Mais je me retire. Et notre citoyen modèle estime que le Mali d'aujourd'hui a besoin d'inculquer nos valeurs sociétales à la nouvelle génération pour un avenir meilleur. Le Mali d'aujourd'hui, on a beaucoup à faire. Beaucoup à faire. D'ailleurs, le respect mutuel. Vous êtes venus. Bon, moi, je suis plus ancien que vous. Vieux que vous, mais je vous respecte. Après être rassuré que tout est bon techniquement, le vieux Traoré s'installe et tout son regard est tourné vers Koulouba en attendant l'arrivée du chef de l'État pour le dépôt de gerbes de fleurs. À 9h moins 15 minutes, au moment où le protocole donne l'ordre de raviver la flamme, Abdoulaye Traoré sort son pistolet à gaz jalousement gardé dans son sac.
Quand je vois la flamme s'allumer, je suis tellement content. Si j'allume seulement, je me retire. Je pars à côté, observer. Oui, il suit l'instant solennel à quelques mètres et après la cérémonie, il est toujours le dernier à partir. Son seul regret, il n'a jamais serré la main d'un chef d'État pendant tout ce temps et à plus forte raison avoir une médaille de la République. Moi, j'aimerais continuer parce que c'est un devoir de partir. Abdoulaye Traoré rentre à la maison après un devoir citoyen bien accompli, convaincu que seul Dieu sait s'il ravivera la flamme du 64e anniversaire de l'accession de son pays, le Mali, à l'indépendance. Nous l'espérons bien, Tamsir Diabaté. Les conseillers sous la présidence du chargé d'affaires de l'ambassade du Mali à Rabat ont procédé à la montée des couleurs au sein de la chancellerie. Étaient aussi présents les éléments de l'armée de l'air en formation à Marrakech, les personnels d'appui de l'ambassade ainsi que les citoyens vivant au Maroc avec à leur tête le président du Conseil des Maliens du Maroc, M. Ibrahim Kokaina. Conformément aux instructions des hautes autorités du pays, la cérémonie s'est déroulée dans la plus grande sobriété. Aussi, après l'intonation de l'hymne national, les participants, avant de se quitter, ont prié pour le bonheur, la paix et la prospérité dans notre pays. Cette nouvelle, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop est en ce moment reçu par le secrétaire général des Nations Unies. Il est accompagné par le ministre de la Santé, du Développement social et la conseillère diplomatique du président de la transition. Le ministre Diop intervient ce soir à la tribune de l'ONU, une intervention que vous pourrez suivre en direct sur nos plateformes digitales. C'est aux environs de 23 heures. Clôture du 2e forum national de l'enseignement catholique au Mali. C'était sous le thème l'enseignement catholique dans le Mali d'aujourd'hui. Quelle perspective pour garder son identité et demeurer au service de la population. À l'issue des travaux de 3 jours, les séminaristes ont fait l'état de lieu de l'enseignement catholique et formulé des recommandations pour la sauvegarde de son identité et l'amélioration de sa qualité. Agibou Koulibaly. Ce 2e forum national de l'enseignement catholique au Mali a été un moment de réflexion profonde pour la communauté éducative catholique. Il s'achève avec des recommandations cruciales pour l'avenir de l'éducation catholique. Des recommandations pertinentes qui vont permettre à l'enseignement catholique d'améliorer son travail et ses performances par la formation continue des enseignants, par l'amélioration de sa situation financière et le renforcement de son organisation. Pour le premier responsable de l'enseignement catholique, il s'agit de former des esprits, d'éveiller des consciences et de nourrir l'âme de nos élèves. Les résultats attendus par le forum étaient: l'identité et la mission de l'enseignement catholique sont mieux connues des participants. L'orientation de l'école catholique au Mali est redéfinie. Des pistes d'autoprise en charge sont dégagées pour une meilleure gestion des ressources humaines de l'enseignement catholique et de ses ressources financières et matérielles. Les autorités scolaires s'engagent à collaborer étroitement avec les écoles catholiques pour mettre en œuvre ces recommandations et promouvoir une éducation de qualité pour tous les Maliens. Le forum nous a permis d'identifier le traitement qu'il faut à notre école malade et au-delà à notre société.
Il nous faut donc agir. Chacun doit contribuer selon ses capacités à la prise en charge de l'ordonnance. Pour notre part, nous sommes convaincus. Nous pouvons compter sur l'Église en général et sur l'enseignement catholique en particulier. Dr Augustin Poudjougou de rappeler que nous sommes tous des gardiens de la flamme de l'éducation catholique et ensemble, nous pouvons éclairer le chemin pour les générations futures. 23 septembre 2006, 23 septembre 2023, cela fait 17 ans que 22 jeunes militants du mouvement citoyen ont perdu la vie dans un accident tragique. 17 ans après, leurs compagnons ne les oublient pas. Occasion pour le président du Parti socialiste de rappeler que ces jeunes ont perdu la vie au service de la nation. Je vous propose d'écouter Amadou Koïta au micro de Bemba Sibi. Depuis le 23 septembre 2006, 22 de nos camarades à la fleur de l'âge sont tombés pour le Mali, sont tombés en accompagnant un grand patriote, un bâtisseur, le président Matouma Touré, puisqu'ils étaient allés à Gao pour d'abord la célébration du 46e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et également à l'inauguration du pont Ouabaria de Gao. Et de leur retour, ils ont été tragiquement fouchés, victimes d'un accident. Depuis ce jour, chaque année, nous venons au cimetière pour les rendre un vibrant hommage, pour qu'Allah le Tout-Puissant les accueille dans son paradis éternel, et pour que également les causes profondes, les inspirations profondes pour lesquelles nos camarades sont tombés, qui sont d'abord la paix dans notre pays, la sécurité dans notre pays, le développement de la jeunesse et la promotion de la jeunesse malienne. Nous saisissons également de ce moment, notre pays traverse des moments extrêmement difficiles depuis le début du mois de septembre 2023. Prier pour la paix, prier pour la stabilité et également demander un rassemblement de tous les enfants de ce pays autour de nos forces de défense et de sécurité, nos hommes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, qui donnent jusqu'au sacrifice ultime pour que vous et nous soyons là aujourd'hui. Donc nous appelons à l'unité, nous appelons au rassemblement, puisque le Mali c'est notre bien commun. Et pour ce pays, aucun sacrifice n'est et ne sera de trop. Donc je vous remercie tous ceux qui ont effectué le déplacement. Et prier qu'en 2024, qu'on soit dans un pays stable, qu'on soit dans un pays où les Maliens se donnent la main comme un seul pays, comme un seul homme plutôt. Sport Week-end, c'est avec vous, Sirakatou Sissé. Bonsoir. Bonsoir, Fousseini Toukara. Super Coupe Ben Omar Sy de football. Le Stade malien de Bamako remporte le premier trophée de la saison 2023-2024. Oui, le Stade malien de Bamako, sur sa lancée de la Coupe de la Confédération, a eu raison de l'Astral 2-0 grâce à Franck Bétissier et Daouda Koulibaly sur penalty. Les Blancs garnissent ainsi leur armoire à trophée. Le compte rendu de ce match avec Salif Diakité. AS Real Stade Malien, un classique pour lancer la campagne 2023-2024 de la Fédération malienne de football. Ce choc tourne rapidement à l'avantage du Stade malien. Franck Tchessé débloque la situation dès la 5e minute. Peu de temps après, Daouda Koulibaly double la mise sur penalty à la 27e minute. 2-0 en faveur du Stade malien, ce score nous conduit à la pause. En seconde période, l'AS Real se montre menaçante sans parvenir à refaire son retard. Le Stade malien s'impose sur le score de 2-0 et remporte la Super Coupe. Ce trophée, je le dédie à l'ensemble des supporters du Stade. C'est mon tout premier trophée au Stade. Je suis très heureux, très content. Et en fait, j'ai prié Dieu pour que ça ne soit pas la dernière. Si j'avais gagné ce match-là, j'allais être content parce que je n'ai jamais remporté une Super Coupe. J'allais être content. J'ai dit aux joueurs, je fais tout pour gagner. Mais après, au-delà de ça, j'ai dit, aujourd'hui, le Real a besoin réellement du temps pour qu'ils puissent trouver l'équipe qu'ils avaient, le niveau de l'équipe qu'ils avaient. Doté du trophée Ben Omar Sy, la Super Coupe marque l'ouverture officielle de la nouvelle saison sportive. Un chèque de 3 millions francs CFA est remis à l'équipe vaincue, tandis que l'équipe vainqueur repart avec un chèque de 5 millions francs CFA. Le Stade malien de Bamako est à 18 trophées en Super Coupe du Mali. La Super Coupe Ben Omar Sy, faut-il le rappeler,
ouvre véritablement la saison fédérale 2023-2024. Éliminatoire CAN féminine Maroc 2024. Hier, les Aigles dames du Mali ont battu les Fauves dames de la Centrafrique 7 buts à 1. Oui, les Aigles dames du Mali plus expérimentés ont déroulé comme dans leur jardin. Aguesha Diarra 3 fois, Aïssata Traoré, Dit Neymar 2 fois, Fatoumata Diarra 1 fois et Oumou Kone 1 fois ont dynamité les Centrafricaines. Score final 7 buts à 1. Les Aigles dames depuis un certain temps savent bien voyager. Le match retour est déjà programmé ce mardi 26 septembre au stade du 26 mars. Occasion pour ces Aigles dames de confirmer et fêter leur qualification au deuxième et dernier tour de ces éliminatoires de la CAN féminine en 2024 au Maroc. Retour ici à Bamako pour parler de la natation avec la coupe du ministre de la Défense et des anciens combattants à la piscine olympique du stade Modibo Keïta. 71 athlètes répartis comme si 54 messieurs et 17 dames se sont lancés dans cette coupe de natation dédiée au ministre de la Défense et des anciens combattants, colonel Sadio Kamara. 3 catégories étaient concernées, cadettes, juniors et seniors. Au classement général, l'USFAS est première avec 8 or, devant l'Ice Police 3 or, 2 argent et 4 bronzes, et la protection civile 3 or, 6 argent et 3 bronzes. Le thème central retenu cette année est « Je suis Fama, je sais nager ». Merci Slagato Sucé pour toutes ces informations. Un quart de la compagnie Diallo Transport en provenance de Sikasso s'est renversé à Bougouni, faisant 5 morts et 38 blessés graves. Le chef de l'exécutif régional, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu à l'hôpital de Bougouni pour voir l'état des blessés. Selon des sources concordantes, cet accident serait dû à un excès de vitesse. Écoutons le général de brigade Keba Sangare, gouverneur de la région de Bougouni. Il est au micro de notre correspondant Abdul Karim Konaté. C'est avec peine encore une fois que nous venons constater l'incivisme de nos conducteurs. Nous venons juste de finir avec la semaine de la circulation routière en République du Mali. C'est l'incivisme du conducteur. C'est un excès de vitesse qu'il est rentré dans un virage, occasionnant 38 blessés, 5 décès et 90% de ces blessés sont dans un état très grave. À cet effet, au nom de la plus haute autorité, nous présentons nos condoléances les plus attristées à ces décédés, prompt rétablissement aux blessés, et surtout encore remercier la promptitude, l'expérience et l'engagement de nos personnels socio-sanitaires. Toute la région de Bougouni s'est levée, c'est lui qui peut amener n'importe quel véhicule parce que les ambulances n'arrivaient plus à suffire. Donc nous remercions également les hommes du feu, accompagnés par la police. Toutes les forces armées de sécurité depuis 6 h du matin sont à pied d'œuvre vraiment pour essayer d'évacuer les blessés dans n'importe quelle condition pourvu qu'ils arrivent aujourd'hui au niveau du CSRF, dont nous saluons vraiment le professionnalisme et l'engagement de toute la région de Bougouni. Encore une fois, que ces transporteurs, ces conducteurs suivent à la lettre les directives fixées par le ministère en charge des transports. Vraiment, c'est dommage encore une fois que la route tue de cette façon au Mali et à Bougouni. Roulons doucement sur les routes. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous protège.